présente là la méthode d'analyse et d'expérimentation. Je commence par celle-là parce que je pense que c'est la moins connue peut-être par rapport aux observations, par rapport aux entretiens. Et c'est vraiment une méthode intéressante. Donc il s'agit de tester une pratique. Alors, soit vous la testez vous, soit vous allez voir un enseignant qui la teste. Vous n'êtes pas obligé de la mettre en œuvre vous-même. Mais il s'agit de travailler sur une pratique qui existe, qui est expérimentée par vous ou par quelqu'un, et d'observer ses effets. Donc, le déroulé, vous choisissez une pratique innovante, voilà, dans votre classe ou observable. Vous réfléchissez aux effets de cette pratique, aux effets attendus, aux effets observables. Vous faites une grille d'observation des élèves. Vous observez les élèves en utilisant cette grille. Alors, les élèves peuvent dans plusieurs séances ou plusieurs classes, enfin, bref, il y a un déroulé à construire. Et puis, vous analysez les résultats. Je vous donne un exemple tout simple. C'est quelqu'un qui travaille sur est-ce que les élèves sont plus autonomes avec les tiroirs. Nombre de oui, ose demander de l'aide à l'adulte. En octobre, il y en a 5 qui osent demander. En février, il y en a 12. Peut expliquer ce qu'il fait. 4 en octobre, 15 en février. Se rend compte si l'atelier réussit ou non. Test 3 à 15. Vous voyez, voilà, c'est une grille avec des choses observables qui vont permettre de voir quels sont les effets des tiroirs d'autonomie sur l'autonomie, justement. Ça, c'est le principe. Quel, selon vous, le pour et le contre de cette méthode, de cette façon de travailler? Vous avez une idée? Ouais. Le pour, c'est que les chiffres sont très observables, c'est des faits qu'on ne peut pas rejeter, donc c'est vraiment une preuve. Mais on peut les analyser de façon, on peut se dire, ok, dans un certain temps, ils ont évolué, et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus plus autonomes? Est-ce que c'est juste qu'ils ont grandi? Est-ce que c'est grâce au tireur d'autonomie? On peut les analyser un peu. C'est super intéressant ce que vous dites, parce que je n'avais pas pensé à ça. Enfin, j'ai pensé à ça, mais je ne l'ai pas marqué, je veux dire. Oui, vous avez complètement raison. Alors, moi, je pense que c'est un truc beaucoup plus basique. Juste, c'est intéressant. Donc, ce que vous dites est vrai, et il faut le garder en tête. Et en plus de ce que vous dites, c'est bien parce que c'est une méthode qui va vous servir dans votre métier. Dans le sens, dans sa classe, souvent, on met un truc en place et hop, on va se dire, j'observe mes élèves, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Donc on aura vraiment développé une méthode pour ça. Et le compte, c'est que c'est compliqué de trouver une classe. C'est plus facile, quand on fait des entretiens, on peut les faire le soir avec les enseignants, le questionnaire, on peut l'envoyer, enfin je veux dire, ouais, et voir une vraie pratique, c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Alors, la démarche. Donc, vous posez une question, vous trouvez une méthode, vous avez l'idée de la preuve en tête. J'ai l'impression de me répéter. Ça, je viens de vous le dire. Donc, je vais donner cet exemple-là, ok, il y a 2 minutes. Un autre exemple, c'était sur les effets de la classe dehors, sur les relations entre elles. Ça fait un petit peu penser à ce dont on parlait, là, sur l'empathie, finalement. Cette étudiante, elle a comparé le nombre de violences entre élèves selon qu'il y avait classe dehors ou selon qu'il n'y avait pas classe dehors. Peut-être qu'on pourrait faire, oui, après une séance, après un truc du kit d'empathie dans les jours qui suivent, est-ce qu'il y a moins de violence ou est-ce qu'il y a plus de violence? Ça pourrait marcher aussi. Et donc, vous voyez, les jours avec X, c'est les jours où il y a eu classe dehors, et les jours avec J, c'est les jours où il n'y a pas eu classe dehors. Et on voit que les jours où il n'y a pas eu classe dehors, il y a plus de refus de donner la main à un camarade en particulier, refus de se ranger, exclusion verbale. Voilà. Et quand il y a eu classe dehors, il y en a moins, donc ça montrerait que ça diminue que ça favorise les bonnes relations entre les enfants. Une autre question, un autre exemple. Une étudiante qui s'est demandé si tous les jeux de maths avaient la même efficacité. Donc, elle a comparé 3 jeux. Papier-crayon, escape game et un autre jeu. C'est pas en maternelle, si c'est en maternelle. Je voulais que vous ayez du temps pour voir des vidéos de soutenance. En fait, on a beaucoup discuté et le premier jeu a duré longtemps, donc cette fois-ci vous n'aurez pas le temps, mais ça sera la prochaine fois. Alors, quand vous faites ça, il faut toujours faire une comparaison. On ne peut jamais
faire une observation. On ne peut pas se dire je mets un truc en place, j'observe et je vois. Parce que ça suffit jamais une observation, il faut bien comparer à quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut comparer? On peut comparer dans le temps, par exemple. L'exemple que je donnais tout à l'heure, du mémoire de Christelle Huard, qui est un mémoire qui ne saurait pas de lettres, tiroir d'autonomie, octobre, février, est-ce que ça change? Même si, Lisa a raison de le souligner, ça peut changer pour d'autres raisons. On peut comparer le comportement des élèves lors d'une séance classique et lors d'une séance avec quelque chose d'un petit peu différent et innovant. Par exemple, ici un jeu. Voilà quelqu'un qui a travaillé sur calculer le périmètre d'un polygone et elle a fait des groupes où il travaillait par le jeu et des groupes où il travaillait par des méthodes classiques et elle a calculé le temps de concentration, le nombre d'élèves qui ont du mal à se motiver, le nombre d'élèves qui bavardent ou qui s'agitent, le nombre d'élèves qui sont ailleurs, qui sont distraits, le nombre d'élèves qui semblent apprécier d'être là, le nombre qui sont impliqués activement pour chacune des activités. Qu'est-ce qu'on pourrait comparer d'autre? Entre les classes? Ouais, on peut comparer entre les classes. Voilà un exemple. C'est la posture de l'enseignant dans des ateliers autonomes et ses effets. Donc voilà 3 classes. Et est-ce que l'enseignant joue sur sa voix, son ton? Est-ce qu'il se met à la hauteur d'un élève? Est-ce qu'il se baisse? Est-ce qu'il valorise? Comment il fait quand il y a des erreurs, etc. L'étudiant compare 3 classes. Qu'est-ce qu'on peut comparer d'autre? On doit comparer plusieurs classes. Vous avez d'autres idées? Je vous en donne. Je vous l'ai déjà mis. On peut comparer la réaction de différents types d'élèves. Par exemple, des élèves en difficulté et des élèves qui sont en réussite. Par exemple, voilà, toujours sur les ateliers autonomes, quelqu'un qui a comparé l'autonomie de travail, etc., mais en comparant des types d'élèves. Et aussi, je pense, dans le temps. Voilà, quelqu'un qui a comparé pour différents types de jeux de maths les effets selon que les élèves aimaient les maths et selon que les élèves n'aimaient pas. C'est-à-dire qu'elle a d'abord demandé aux élèves s'ils aimaient les maths, après elle a fait des groupes, et après elle leur a posé des questions. Bref, elle a analysé leurs réponses au questionnaire avec ça. Et par exemple, alors elle leur fait faire des jeux de maths sur calculatrice et des trucs de maths sur feuille, plus classiques. Calculatrice et plus apprécié par les élèves qui n'aiment pas les mathématiques. Donc c'est intéressant parce que on peut dire quand on a des élèves qui n'aiment pas les maths, qu'est-ce qui va les motiver pour réussir? Et puis il n'y a pas que qu'est-ce qu'ils aiment, il y a où est-ce qu'ils font le plus d'efforts, où est-ce qu'ils réussissent le plus, etc. On peut comparer plusieurs jeux entre eux et leurs effets. On peut comparer plusieurs jeux, plusieurs activités. Voilà, c'était un autre exemple. Elle comparait des coins-jeux. Moi, je vous donnerai cet exemple-là. Je vous donne un autre exemple de ce que des comparaisons comme ça ont pu montrer dans des recherches qui ne sont pas des masters. Il y a une école à Mont-Saint-Barral, j'imagine que certains d'entre vous la connaissent, l'école du groupe Concorde, l'école Freinet, qui est entièrement en pédagogie Freinet. Cette école, quand la recherche, il y a eu une grosse recherche universitaire dessus, qui a donné lieu à un livre, qui est ce livre sur la direction de livre éditeurs. Et il y a à peu près 20 ans, cette école était pas en pédagogie Freinet et tous les enseignants avaient demandé leur mutation. C'était une école avec beaucoup de violence, c'était très dur d'enseigner. Donc plus personne ne voulait y enseigner. Et en général, dans ces cas-là, le ministère est d'accord pour qu'il y ait des expérimentations à titre dérogatoire.
parce que c'est très dur d'avoir le droit de faire des expérimentations dans le public à l'échelle d'une école, mais quand ils ne savent plus quoi faire pour un endroit, ils acceptent. Donc ils ont accepté qu'un groupe d'enseignants du mouvement Freinet investisse l'école avec la demande des enseignants d'être nommés en équipe. Donc ils ont nommé un groupe d'enseignants expérimentés Freinet, volontaires, et l'idée était que ce soit suivi par des chercheurs. Donc il y a des chercheurs de l'Université de Lille, tout un groupe de chercheurs, spécialistes du français, spécialistes des maths, spécialistes de la violence, etc., qui ont suivi l'école pendant 5 ans et qui ont suivi non seulement cette école, mais en parallèle 3 autres écoles pour comparer. Et par exemple, sur les violences en récréation, ils ont, pendant 5 ans, compté le nombre de bagarres, alors pas tous les jours bien sûr, mais genre une fois par trimestre, dans l'école Freinet, dans les 3 autres écoles témoins avec le même type de public, etc. Donc ils ont comparé dans le temps et ils ont vu pendant 5 ans comment ça a évolué et ils ont vu qu'il y avait une diminution très nette du nombre de conflits violents. Et ils ont comparé donc dans le temps et dans l'espace avec les autres écoles. Donc oui, on peut faire ça des petites recherches de master, mais on peut faire des plus grosses recherches. Un autre exemple, c'est un article de Guylain Leroy, qui est un chercheur qui a travaillé sur les classes qui s'inspirent de Montessori dans les écoles publiques. Lui, ce qu'il se demandait, c'était comment les enfants réagissent à ça selon qu'ils sont issus de milieux défavorisés ou de milieux plus favorisés. Bon, je voulais vous faire lire ça, mais je vais juste vous le dire. Lui, ce qu'il dit, mais tout le monde n'a pas été d'accord là-dessus, et c'est intéressant aussi de voir que sur cette recherche, tout le monde n'est pas d'accord. Dans ce qu'il a observé, il dit que les enfants, et dans les classes qu'il a observées, il dit que les enfants de milieux populaires étaient beaucoup moins investis dans les activités, que souvent ils restaient là, un petit peu les bras ballants, à regarder, qui s'ennuyaient, qui faisaient des tâches un peu, attacher les cadres avec des boutons, faire enfin toutes les tâches vie pratique en fait, ils investissaient beaucoup plus ça, alors que les enfants de milieux aisés allaient beaucoup plus vers des tâches comme lecture-écriture. Du coup, les enseignants étaient beaucoup plus à travailler et à mettre de l'énergie sur ces enfants déjà avec des facilités. Et il disait que ça avait un effet délétère puisque ça encourageait et ça favorisait encore plus les enfants qui avaient déjà des facilités. Tout le monde n'est pas... Enfin, comment dire, cette recherche a été critiquée parce que c'est une recherche qui a été publiée dans une grande revue, qui a fait discussion, etc. Les gens ont dit qu'ils n'avaient pas observé suffisamment de classes et qu'on ne pouvait pas dire ça de toutes les classes d'inspiration Montessori. Il y a une autre chercheuse, Christelle Merle, qui a fait sa thèse récemment sur la pédagogie Montessori dans les classes comme ça publiques, qui a observé 10 classes, mais vraiment longtemps. Elle a fait des entretiens avec les enseignants, elle a filmé les classes, c'est un très beau travail sur plusieurs années. Elle n'a pas vu ça. Elle n'a pas vu de différence entre élèves de milieux favorisés et défavorisés. Ce qu'on peut conclure de ça, enfin de ces 2 recherches, c'est qu'en fait, ça dépend de de l'étayage des enseignants, de comment les enseignants font attention à ça. Et ça dépend aussi des activités qu'on met en place dans les classes. Selon les activités, selon comment on va faire la classe, quoi, on va pouvoir avoir quelque chose qui va favoriser certains enfants de milieux favorisés ou au contraire qui va s'adresser à tout le monde et favoriser le développement de tout le monde. Oui, ça vous donne un exemple de la méthodologie, ça vous donne aussi un exemple du fait que les chercheurs entre eux ne sont pas forcément d'accord et c'est intéressant je trouve. Ils n'aboutissent pas forcément au même résultat. Et voilà d'ailleurs. Alors, ensuite, ça c'était vraiment la grande idée que je veux faire passer.
Vous pouvez juste faire couper sur